Messieurs, dames, bonjour. Quelle atmosphère. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire paranormale, d'histoire terrifiante, d'histoire inexpliquée. Je ne sais pas parce que je ne connais pas encore les vidéos, enfin je ne connais pas encore toutes les histoires. Ça se trouve pas du tout, ça va être que des histoires drôles qui vont nous raconter. C'est que des vannes en fait. Moi j'adore faire ce genre de vidéos. Je consomme beaucoup de contenu autour du paranormal, des histoires inexpliquées et d'histoires terrifiantes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un invité spécial, on a Sylar de la chaîne Sylar Show. Voilà, merci de m'avoir aidé. Il y a un jeu de mots. C'est pas simple, ouais, complètement. D'accord. J'étais très jeune quand j'ai créé ma chaîne YouTube, il faut le savoir. Donc... C'est celui que tu regrettes un peu plus Voilà, tard. c'est ça, ouais. Qui est un narrateur, conteur, C'est ça, spécialisé d'histoires extraordinaires, on peut dire ça comme ça. Du paranormal, des légendes, de la mythologie. Tu vas être conteur. Et on a des joueurs, parce que moi j'aime bien jouer sur ma chaîne. On a Pierre Cross. Petite ref, si t'as un petit peu les refs, j'ai mis mon t-shirt que j'ai acheté à Nouvelle-Orléans. Et tu connais cette ville pour toutes les légendes qu'elle a justement. C'est quoi? C'est le vaudou, les vampires, c'est les beaucoup de vampires vaudou, aussi. beaucoup Ouais. de vaudou, il y a des quartiers un peu vaudou et tout. C'est une ville qui est vraiment dans le paranormal. Plus approprié sur cette vidéo que sur le concours d'anglais, on est d'accord. Ah oui, c'est vrai que je le mets beaucoup sur ta chaîne. Mais tu sais quoi, à chaque fois que je le mets sur ta chaîne, je le mets celui-là. Et on a Gwen qui est avec nous. Comme un peu dans les précédentes vidéos, on va avoir une phrase, un titre. Et nous, on va devoir un peu aller chercher l'histoire. Et Sylar va pouvoir nous répondre que par oui ou par non. Est-ce que vous êtes prêts? Je rappelle que les gens peuvent jouer chez eux aussi. Messieurs, dames, c'est parti pour la première histoire. Mon seul et unique indice, il y a des histoires paranormales et des histoires mystérieuses, mais pas paranormales. Et la première histoire s'intitule « La colline hallucinée ». C'est tout, bon courage. La colline hallucinée? C'est pas la colline hallucinante. Ça peut aussi. Il y a un petit truc de champi, un petit truc de drogue derrière ou pas? Oui. Ou c'est quelque chose qu'ils ont imaginé dû à la drogue? Non. L'histoire se passe sur la colline? Oui. La colline existe? Oui. Est-ce que l'endroit où est la colline a une importance? Oui. Géographiquement? Oui. Elle est aux États-Unis. Non. En Amérique du Sud? Oui. Argentine? Non. Brésil? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu des choses bizarres sur cette colline? Oui et non. Il y a eu quelque chose de très important sur cette colline. Essayez plutôt de vous orienter sur ça. On a découvert quelque chose. Mais ce quelque chose, est-ce que on l'a découvert plutôt récemment ou genre dans les années 1500 quoi? Sur cette échelle plutôt récemment. Est-ce que, alors j'ai une question juste ici. Est-ce que On est juste trois, Pierre. c'est une apparition naturelle, pas naturelle, mais dans le décor par exemple, peut-être pas ça, mais par exemple, une forme qui se dessine dans la nature et qui est visible à l'œil nu? Oui. Pour vous aider, pensez au point de départ de l'histoire qui est beaucoup plus simple. Parce que là, vous prenez de l'avance sur l'histoire. Est-ce qu'il y a eu un événement spécifique à cet endroit? Oui. Un cimetière? Pas un cimetière. Donc un endroit où il y a eu des morts mais que c'était pas voulu. Exactement. Un accident d'avion? Non. Non mais une maison ou quelque chose comme ça, ou une série de meurtres mais inexpliqués. T'es pas loin. Est-ce que c'était un accident de l'homme? Non. Ah donc c'était un acte volontaire, Oui. barbare ou meurtrier? Un indice, vous avez la première partie. Ensuite, il va falloir essayer de comprendre. La deuxième partie, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'était des meurtres, c'était pas des accidents. Ou ce qu'on leur a dit de se tuer limite. C'est un peu comme C'est le côté dans un peu cette idée-là. secte, On est dans cette idée-là. Ah mais attends, la colline hallucinée, donc est-ce que c'est des gens qui avaient des hallucinations sur cette colline et ils se suicidaient ou ils se jetaient de quelque chose ou Tu t'approches. Je vais vous aider avec le contexte parce que vous avez tous les morceaux, vous avez l'ensemble et vous n'êtes pas loin. Donc pour vous aider, on est en 1966 au Brésil. Quelqu'un de haut qui avait un espèce de cerf-volant remarque deux formes humaines. Il s'approche, il se rend compte qu'il y a deux corps, donc deux personnes décédées, allongées sur le sol, vêtues d'imperméables et de ce qu'on appelle des masques en plomb. C'était en vérité plutôt des lunettes en plomb. Et donc toute la question maintenant est de comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient là et pourquoi est-ce qu'ils avaient des lunettes en plomb. Des lunettes en plomb, c'est-à-dire qu'ils voyaient même pas? Les verres étaient, enfin il n'y a pas de verre, c'était du plomb? C'était très occultant. c'est-à-dire qu'ils avaient des hallucinations, ils ont mis ces lunettes pour plus les avoir. Ouais, vous voyez quelque chose qui les gênait et du coup ils se sont empêchés de le voir. Donc ils avaient conscience qu'ils voyaient quelque chose de Pas bizarre. loin. On n'est pas loin. Et là, si vous trouvez le pourquoi, vous avez l'histoire. Il y a eu une enquête policière, il y a eu vraiment Ok. quelque chose on a la de fin de très l'histoire. sérieux. On a la fin de l'histoire. On connaît la- Mais ça reste un mystère quand même. Donc,
Et ces 2 personnes se sont suicidées à cause des visions qu'elles avaient sur cette colline. Il y a une partie de ta phrase qui est vraie. Ils avaient peur de quelque chose. Qui venaient du ciel? Oui. Des extraterrestres? Oui. On a l'imperméable, on a les masques de plomb. À côté d'eux, une bouteille d'eau vide avait été retrouvée. Et surtout, un carnet avec des indications. De eux? C'est eux qui avaient fait un carnet? Ils devaient aller au point de rencontre d'un extraterrestre? Oui. En vrai, vous avez quasiment tout. Il vous manque juste un seul élément. Pourquoi est-ce qu'ils avaient... Parce que c'est le nom, à la base de ce cas, c'est le mystère des masques de plomb. Pourquoi avaient-ils ces fameuses lunettes? Le fait qu'ils ne voyaient pas, quoi. Oui. C'est le fait qu'ils ne voyaient pas. Je serais d'avis de vous l'accorder. En vrai, vous avez tout. Vous avez tous les éléments. Il vous manque juste la trame de l'histoire. On va pas refuser. Hein. Non mais bravo, parce que vraiment c'est pas simple, je voulais commencer avec un truc qui vous mette bien dans l'ambiance. Et pour ce vrai cas, je vais consulter mon magnifique grimoire magique. Donc on est, comme je vous l'ai dit, au Brésil. Donc on est précisément sur les collines de Niterói, c'est pas loin de Rio de Janeiro, c'est en banlieue de Rio de Janeiro. Il y a donc leur corps qui est découvert au mois d'août, et la police directement se demande d'où est-ce qu'ils viennent, qui sont-ils, et surtout pourquoi est-ce qu'ils ont des masques de plomb. Leur identité, on va rapidement la connaître. Ce sont 2 techniciens de radio, Manuel Pereira da Cruz et Miguel José Viena. L'élément curieux qui fait directement que la police se demande ce qui se passe, c'est qu'il y a des notes assez énigmatiques dans leur carnet qui précisent que à 16h30, ils doivent être sur le lieu indiqué et qu'ensuite, à 1h précise, ils allaient devoir ingérer des capsules. On n'a jamais su exactement ce que c'était, mais on imagine que c'est ce qui a provoqué leur mort. Et ensuite, attendre le contact. Donc attendre le contact extraterrestre. Jusqu'ici, on se demande encore qu'est-ce qui se passe. Et on a fini par avoir une idée générale de ce qui s'est passé lorsque la police a fouillé chez eux. Dans leur bibliothèque, donc c'était des scientifiques qui avaient des connaissances techniques autour des radios, ils fabriquaient pas mal de choses, et la police a découvert dans leur bibliothèque un livre. Et en feuilletant ce livre, c'était un livre sur le spiritualisme ufologique. C'est un livre qui parlait d'extraterrestres et en même temps de contact avec des esprits d'une autre dimension. On commence à se rendre compte que ces 2 personnes faisaient peut-être partie d'une petite secte locale, et surtout, en feuilletant ce livre, ils ont une indication précieuse qui fait qu'on comprend c'est quoi ce mystère des masques de plomb. Dans ce livre, il est stipulé que les extraterrestres leur apparition provoquerait une lumière intense qui serait même capable de leur brûler la rétine, enfin de les rendre aveugles. Et donc ils se sont dit, pour se protéger, pour avoir quand même leur contact et se protéger, on va fabriquer des lunettes de plomb. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur les événements qu'il y a eu. Ça c'est ma théorie, mais à cette époque on commence à avoir pas mal de sectes, notamment dans l'ufologie, qui croient au contact extraterrestre. Et il y a notamment une secte très connue aux États-Unis qui s'appelle Heaven's Gate, qui a été la première à utiliser Internet pour en gros, c'est pas très joyeux, hein, mais faire un suicide collectif, parce qu'ils partaient du principe qu'en se suicidant, ils allaient pouvoir rejoindre un vaisseau spatial. Et la théorie, c'est donc qu'ils pouvaient faire partie d'un mouvement comme ça, associé à ça en tout cas. Et donc ils se sont suicidés volontairement à 1h précise en ingérant ces capsules. Voilà, et ils pensaient qu'ils allaient aller dans une autre dimension avec des extraterrestres. Mais vous en êtes bien tiré hein, pour cette première histoire. J'ai essayé de lire l'histoire d'eux, mais t'as une écriture dégueulasse. J'ai rien compris pour l'instant, donc. Écriture un peu de médecin, Je regarde. suis pour un médecin pour pas qu'on puisse me relire, voilà, exactement. Bah, super histoire. Merci, hein. Est-ce que tu racontes cette histoire sur ta chaîne ou pas, si on peut aller creuser Complètement, ouais. Ok. Cette histoire-là, je l'ai racontée en détail parce qu'en général, voilà, il y a beaucoup d'infos, donc là, je voulais condenser. On mettra les liens de ces vidéos pour les gens là qui veulent creuser, etc. Je l'ai pas vu celle-là, donc j'irai la voir. Moi, tu m'as demandé aussi de vous faire peur, donc là, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus flippant et que vous avez peut-être... Enfin, je vais pas trop en dire. Et bah écoutez, c'est parti pour la prochaine histoire. La deuxième histoire s'intitule « Visite nocturne C'est tout ». C'est tout. Ok. Il faut trouver déjà l'endroit. Est-ce qu'on visite une maison? Oui. C'est une maison familiale? Oui. Est-ce que la visite implique un esprit ou un fantôme? Oui. Est-ce que ce fantôme, par exemple, comme on a dit une maison familiale, par exemple se coucher près des enfants tous les soirs avec un petit rituel? C'est hyper précis déjà. Bah ouais. Oui. Oui. C'est oui. Arrête de c'est bloquer vrai. tout le temps. Est-ce que les enfants pouvaient le voir? Oui. Est-ce que les parents le voyaient aussi? Non. Comme Stranger Things. Je sais pas si vous connaissez cette série. Si. Oui, c'est plus Netflix. Ouais. Est-ce que cette visite, elle est plutôt malsaine?
c'est plutôt c'est une visite méchante. Il y a pas Attends. un esprit qui fait. Oui. Ah bah si, bah tu vois, regarde. Parce que tu sais là, t'as les esprits sympas, enfin gentils. Bonjour monsieur. Ah, pas vous un dormez, gars, je m'en vais. Mais t'as les esprits maléfiques. Est-ce que cet esprit, il est identifié? Oui. Et est-ce qu'on l'a retrouvé aussi dans d'autres histoires où c'est que dans cet endroit précis? La Dame Blanche, tu vois, la Dame Blanche, on la voit partout. Tu vois, elle fait le tour de France, elle a sa petite tournée. Un endroit précis dans ce cas-là. Moi, je soupçonne la Dame Blanche d'être plusieurs. Qu'elle fasse un show un peu genre je suis unique, mais en vrai, j'en ai une dizaine en France et c'est franchisé. T'as des dames vertes et des dames brunes. Hein. En Angleterre, ils ont la dame verte. C'est vrai? Ouais, un peu original. Est-ce que quand on dit identifier, c'est identifier de manière générale, c'est dire c'est une mère de famille ou c'est très très précis? Très précis. Genre un nom connu? Oui, elle est connue, mais pas en France, si vous voulez un indice. Vous n'allez pas connaître le nom, mais vous allez connaître quand même l'histoire. Et là, j'en ai trop dit, donc... Mais elle veut attirer les enfants ou tuer les enfants? On est dans cette idée-là. Il y a une particularité autour de cette dame. Est-ce qu'elle a un membre déformé? Ou en trop? C'est sur cette idée-là. Son visage. Oui. Elle est brûlée? Oui. Oh! Elle a une petite moustache en plus? Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Est-ce que les enfants ont peur d'elle? Oui. Donc on a eu des témoignages des enfants qui ont vu cette dame avec un visage brûlé. Histoire de commencer à installer le côté flippant, il y a des études scientifiques dessus, c'est quelque chose d'assez sérieux dans le pays concerné. Hein. Elle récupère des choses alors? Récupérer, c'est original, mais on peut dire ça. Elle s'approprie des choses? Elle s'approprie des choses. Est-ce que quand les enfants se réveillent le lendemain, ils ont un séquelle physique? J'aime bien ça. j'aime bien Oh, cette question. j'aime bien ça. Il y a le nom qui arrive, mais C'est dommage, Non, mais C'est c'était non. pas loin. c'est sur cette idée-là. Ils sont brûlés ou pas? Ils ont chaud? C'est autour de ça. Est-ce que le lendemain matin, les parents voient un changement? Oui. Ce oui, je l'aime pas moi. Hein. Est-ce que tous les matins, ils sont de plus en plus brûlés? Non. Mais ce non, je l'aime pas non plus en fait. Je vais essayer de vous aiguiller un peu pour que comme ça en même temps on se la raconte ensemble. Il y a donc cette femme au visage brûlé qui rend visite à des enfants la nuit. On sait qu'en tout cas il y a des gens qui y croient, qu'il y a des parents qui y croient. Pourquoi est-ce que les enfants ont peur d'elle? Elle a du feu? Oui, on est sur l'idée du feu. Les enfants ont peur de quelque chose associé à cette idée de feu. est-ce qu'ils revoient une scène à chaque fois qu'ils la voient ou est-ce qu'ils revoient une scène à chaque fois quand ils la voient? Par exemple, imaginons il a été brûlé dans un four et à chaque fois ils voient le côté un peu four et la personne brûlée. On est sur cette idée-là. Vous avez le début de l'histoire, donc on a effectivement des enfants qui voient une dame au visage brûlé, qui leur rend visite la nuit, qui les terrifie, parce que ces enfants pensent que cette personne au visage brûlé vient pour brûler leur visage également. Ça, c'est le tout début de cette histoire. Maintenant, essayez de deviner où est-ce que ça se passe, et si vous avez le pays, ou même sans deviner le pays, comment, dans le cas de cette histoire, les parents vont réagir. Pour deviner cette histoire en particulier, le pays est important, mais je vous donne du coup un indice, c'est quelque chose que potentiellement tout le monde peut vivre. L'Inde? Non. Turquie. Ouais. Et restez vraiment sur cette idée de les parents constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leur fille. Vous savez que ça se passe en Turquie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les parents décident de faire? Du coup, ils vont voir des médecins? Un prêtre? Oui, voilà, c'est un peu sur cette idée-là. Et est-ce que du coup, quand elle voit l'exorciste, il y a une évolution? Oui. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Mauvais sens. Non, c'est pas la paralysie du sommeil. C'est pas quelque chose à voir avec une religion. Complètement C'est ça. ça. C'est quoi déjà la paralysie du soleil? Quand tu dors, il y a plusieurs phases dans le sommeil et il y a une phase qui s'appelle le sommeil paradoxal, c'est la phase dans laquelle tu rêves. Et quand tu rêves, ton corps est immobilisé pour pas que tu bouges ou que tu tombes. Enfin, et il peut arriver que des fois, des gens se réveillent pendant cette phase de sommeil paradoxal. Alors ils sont conscients, c'est pas du tout un rêve, sauf qu'ils sont dans le meilleur des cas paralysés, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas bouger et au bout d'une ou deux minutes, ils arrivent à récupérer leur motricité. Et dans les pires des cas, ils ont des hallucinations auditives, donc ça peut être quelqu'un qui vous appelle, ça peut être une voix familière, ça peut être une voix J'ai déjà eu ça, démoniaque. déjà eu ça. Et dans le pire des cas, ces hallucinations sont également visuelles et on a donc mondialement, il y a des archétypes qui ont été identifiés. Il y a des gens qui voient une vieille dame, il y a d'autres gens qui voient un espèce d'homme avec un chapeau dans leur pièce. Ah oui. Et d'autres qui voient des choses, des fois un peu plus terrifiantes, corrélées culturellement. Et donc c'est complètement ce qu'elle vit. La paralysie du sommeil, en France, c'est expliqué médicalement, hein, on sait quels processus interviennent, etc. Sauf qu'il y a un rapport à la croyance qui rentre, évidemment, en fonction des cultures. Et dans plusieurs pays, notamment en Turquie par exemple, ils pensent que c'est une entité bien particulière. Et donc là, vous avez tout, si vous voulez, je vous raconte l'histoire. Ah bah avec Ouais. plaisir. C'est ça, moi j'ai déjà eu ça. Ce truc de tu te réveilles, t'as l'impression que quelqu'un te parle, t'arrives pas à répondre.
Monsieur, sortez, on ferme, monsieur, vous êtes alcoolisé. C'est un moment, il n'y a plus de musique dans l'hallucination, c'est trop bizarre. Et dans le cas donc de cette visite nocturne, elle s'appelle Zeynep et donc elle voyait effectivement cette femme au visage brûlé. Donc en Turquie, ils appellent ça le Karabazan et la grande partie en tout cas de la population y croit. Il y a un neuroscientifique qui s'appelle Jalal Balan qui a étudié justement plusieurs cas. Et donc cette fille-là, elle était vraiment terrifiée parce qu'elle pensait vraiment, en fait, quand vous y croyez, elle pensait vraiment qu'elle était en danger de mort. Donc c'est horrible évidemment pour cette jeune fille. Ses parents constatent ça et ils se tournent vers, on appelle ça que je dise pas de bêtises, on appelle ça un Hoja. En gros, c'est un espèce de théologien musulman qui lui va lui conseiller de porter un talisman sacré de protection. Alors il faut savoir que c'est normalement proscrit dans l'islam, mais en fonction des différentes régions, il y a des rites et coutumes qui peuvent se faire. Elle va le porter. Sauf que ça va continuer en fait, elle va continuer d'avoir des terreurs nocturnes, ça va pas du tout fonctionner. Et en grandissant, ça a fini par heureusement disparaître. Et ça arrive à beaucoup de gens, ces terreurs nocturnes. Et donc en Turquie, ce Karabazan, c'est quelque chose de très sérieux. Il a un nom, hein, le Karabazan. Généralement, c'est une femme au visage brûlé qui vient, et tout le monde a peur qu'elle vienne vous brûler également. Mais on dit que ça peut aussi être une espèce d'entité qui va avoir plusieurs formes différentes justement. En Turquie, en tout cas, cette croyance, elle est vraiment extrêmement ancrée. Il y a des gens, il y a plusieurs rituels ou croyances. Il y a des gens qui mettent une espèce de dague sous l'oreiller parce qu'ils vont croire que c'est un djinn. Donc dans l'islam, les djinns, c'est des espèces d'entités surnaturelles, mais qui existent également et qui peuvent vous attaquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, c'est expliqué scientifiquement, hein, on a l'explication de ça. Mais en soi, on peut toujours se demander, moi c'est ça qui m'intéresse et qui est un peu effrayant, pourquoi est-ce que tout le monde voit cet archétype de la vieille femme, cet archétype de l'homme au chapeau? Est-ce que c'est pas un peu comme la Dame Blanche où à partir du moment où c'est devenu une croyance un peu connue, ça favorise l'hallucination dans ce sens-là? C'est ce qu'on peut se dire, mais il y a quand même des archétypes en fonction de toutes les cultures. Tu as raison sur le côté culture, en fonction de certaines zones du monde, des gens vont voir d'autres choses ou pas. Et moi, ce qui me terrifie là-dedans, c'est que, étant donné que c'est lié à la culture, si tu baignes dans une culture où pour toi ça existe, tu vis un film d'horreur, tu vis un vrai film d'horreur, quoi. Est-ce qu'on passerait pas à la troisième histoire? L'histoire numéro 3 s'intitule « Le fantôme du camp de vacances ». Est-ce que c'est un rapport avec un fantôme dans un camp de vacances? Ouais. Est-ce que ce fantôme profite que tout le monde dorme pour enfin profiter du camp de vacances? C'est un Oui. nudiste? Il y a un oui qui est sorti vraiment. Est-ce que c'est un fantôme identifié? On sait que c'est un homme ou une femme. C'est un fantôme identifié. Est-ce que la localisation du camping a une importance? Oui. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées justement, et c'est comme ça qu'on a su l'existence de ce cas. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont alerté. Qu'est-ce qu'il faisait le fantôme dans ce camp? Il faisait des longueurs dans la piscine? Non mais est-ce qu'il attaquait physiquement des personnes? Non. Je sais pas, le frigo du camping ou un truc comme ça, il se faisait vider? Ouais. Vous rigoler depuis tout à l'heure à chaque fois de mes blagues. C'est pas un fantôme ça, hein. Il y a des gens qui le font à Maison Grise, c'est pas des fantômes, hein. Attends, mais comment on peut savoir que c'est un fantôme? Parce que franchement, ça peut être n'importe qui au final. Est-ce qu'il faisait un peu comme le petit poussé, il ramenait un endroit ou pas du tout? Avec les emballages? Oui. Est-ce que l'extrémité de la piste après est importante? Il y a le frigo, on le piste et on arrive à un point. Oui. Ça Est-ce qu'il finit dans une tente en particulier ou dans une habitation en particulier? Oui. Et c'est de la bouffe pour lui. Il n'amène pas de la bouffe pour quelqu'un Oui. d'autre. Et la tente elle est vide alors peut-être? Il vit là à l'année? Non, elle est vide. Et oui, il vit là à l'année. Ça a commencé dans les années 80 et ça s'est arrêté en 2013. Putain, il y a la dalle. Reprenez les bases de l'enquête. Il y a des phénomènes étranges qui se passent dans un camp de vacances. Certains disent surnaturel. Les rumeurs commencent dans les années 86. Il y a des gens qui entendent des bruits chez eux. Ensuite, on commence à remarquer qu'il y a de la nourriture qui disparaît. On se dit, tiens, c'est quand même bizarre. Des gens installent des caméras, essayent de voir s'il y a des dispositifs. Ont-ils vu quelque chose? On ne sait pas. En tout cas, manifestement, la nourriture continue de disparaître. Est-ce que c'est un fantôme? En fait, c'est pas un Non. fantôme. C'est un vrai gars qu'on a pensé mort et qui venait vraiment voler la bouffe des gens pour se nourrir pour de vrai. Oui. D'où le fait qu'en fait il est juste mort en fait. Mais non, il est pas mort. Non. Il est pas mort. Il s'est fait passer pour mort. Non. Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté? Non, mais quelqu'un l'a pris en flag en fait. Exactement. C'est tout. Attends, mais c'est incroyable. En fait, cette histoire, j'ai voulu prendre le contre-pied de celle d'avant qui était hyper... où là, on commence à croire que c'est un fantôme, les gens pensent que c'est un fantôme. Le cas officiel s'appelle le fantôme de North Pond, parce que ça se passe aux États-Unis, dans le Maine, au niveau de North Pond, donc c'est là où il y a le camp de vacances. Et en fait, c'est un monsieur qui s'appelle Christopher Thomas Knight,
Et c'était un ermite. En fait, il vivait en ermite à partir des années 86. Il a lui-même décidé de se retirer de la société moderne. Et le problème étant que dans la région, surtout en hiver, il fait froid. Donc il volait de temps en temps des choses qui lui permettaient de se chauffer, etc. Et surtout, il volait de la nourriture. Au début, il volait vraiment, il s'introduisait dans les maisons. Des fois, il volait les clés, etc. Et il volait un peu de la nourriture. Les gens ont commencé par croire qu'il y avait vraiment quelque chose de surnaturel. Surtout quand on est à un camp de vacances. Les gens adorent se raconter des histoires d'horreur au coin du feu, c'est bizarre, on a quand même pas mal de légendes urbaines aux États-Unis autour de fantômes. Et petit à petit, quand des personnes ont commencé à installer des dispositifs de sécurité, ils ont fini par d'abord voir qu'il y avait vraiment quelqu'un qui rentrait chez les gens et qui leur volait de la nourriture. Et en 2013, un soir, il a déclenché une alarme silencieuse qu'il ne savait pas. La police locale a été avertie, elle l'a arrêté, prise en flagrant délit. Et donc, il a été emprisonné. Me semble-t-il qu'il n'a pas pris une énorme peine et il a été arrêté en avril 2013. Et il y a eu je crois que c'est un journaliste du New York Times, il y a eu un livre sur sa vie qui est justement assez touchante, qui commence comme une histoire de fantôme et en fait, c'est un ermite. Ça, c'est la version sympa parce que moi, il y a un truc qui me terrifie, c'est qu'un jour, tu te rends compte que chez toi, il y a quelqu'un d'autre qui vit dans ton placard ou quoi. Ça, c'est exactement ça. On en rigole, mais il y a quand même quelqu'un qui vient chez toi et tout, toutes les nuits quand même. Donc celle-là, ouais, elle était assez particulière. Et si vous voulez, on peut passer à l'histoire 4. Et c'est parti pour la prochaine histoire. Alors celle-ci s'appelle Sans laisser de traces. Ça se passe aux chiottes? Parce que Pierre, je peux te dire que... J'adore. C'est dehors? Oui. Dans la neige? Oui. Il faut qu'on est sur quel type de paranormal là? On est sur de l'OVNI? Non. Donc des disparitions. Oui. Il y a une maison ou c'est que dans la nature? Il y a une maison. C'est un village? Oui. Donc, dans ce village, il y a des disparitions inexpliquées. Oui. Est-ce qu'on parle de traces de pas ou des traces de véhicules? On parle de traces de pas. C'était un rythme de disparition au quotidien? Non. À une date précise? Oui. Est-ce que c'est tout le village qui a disparu? Oui. Oh! Ah. Oh là là, bravo Pierre. C'est bon pour moi, je m'arrête là. Ce qui est hallucinant, c'est que tout le village a disparu et t'as zéro trace de départ. Russie? Non. Au Canada? Oui. On a remarqué qu'ils avaient fait une manière un peu prompte. Absolument, parce que Je sais pas quel mot utiliser, j'ai un peu paniqué. il y avait de la nourriture qui était encore en train de cuire sur le feu. Ah attends, on est au Canada, il n'y a pas des bêtes, ils n'avaient pas peur d'une bête spéciale là-bas? Là, tu rentres dans les théories, ouais. Ils sont partis par le bas ou par le haut du coup? Selon toi. Moi par le Mais bas. j'irais je par le pense. bas, ouais. Non. Dans ce cas particulier, on est sur une affaire mystérieuse autour desquelles il y a des grandes théories. Et il y a une fin, mais qui est peut-être un peu compliquée à deviner. Pour résoudre ce mystère, je vous propose d'explorer effectivement les différentes théories. T'en as eu une autour d'une créature. Et il y a une deuxième grande théorie qui se dessine que vous devez deviner. Attaque Il y a de ça. humaine, Non. extraterrestre. Un vaisseau qui arrive. Et qu'il y a des Bah, et tout le peut-être, monde se barre. après, c'est peut-être le vaisseau qui est. Mais non, mais pris. en fait, une Comme des la- théories, comme- quand t'as des histoires d'enlèvement extraterrestre, t'as des personnes qui disent qu'on s'est fait enlever. Non, mais il y a vraiment là des histoires comme ça. Je vous propose d'essayer vous-même de d'abord résoudre ce mystère avant que je vous en fasse la narration. Vous avez quasiment tous les éléments. Il vous manque de savoir comment est-ce que cette histoire a été rapportée. Et en creusant cet aspect-là, vous allez peut-être pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est Bah, passé. rapporter, dans ce ça veut dire village. quoi? C'est-à-dire que potentiellement, il y a quelqu'un de la famille, Quelqu'un est venu. Quelqu'un est arrivé. un shérif. Le meilleur shérif. Non. On est au Canada, dans on va dire le Grand Nord. Qui aurait pu passer Ouais, c'était pas de la livraison, genre de nourriture un peu. Il y a un peu de ça, ouais. On est sur un truc de livraison, quoi. Ouais. C'est bon ça, non? Ouais, je te l'accorde, allez, je te l'accorde. C'est un trappeur en fait, donc il commerce de peau, il passe au niveau d'un village qu'il connaissait. Il arrive, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il a eu un premier réflexe qu'on aurait pu avoir. Tu débarques au milieu de nulle part, il n'y a rien. Bah ouais. Bah tu cries, je sais pas. Et après avoir crié quand il n'y a personne, ouais, qu'est-ce que tu fais? Bah tu repars. Tu repars, il est reparti. Il a prévenu précisément la GRC, c'est la Gendarmerie Royale Montée du Canada, donc les gendarmes quoi. Les autorités ont constaté que le village avait bien disparu, ils ont essayé de mener l'enquête.
Et à ce jour, ça reste inexpliqué. Vous avez deviné cette affaire de disparition. Et évidemment, il y a une fin à cette histoire, hein, parce que c'est le côté un peu où je casse ce mystère. Je vous la fais chronologiquement. On est le 29 novembre 1930. Joe Labelle, donc un trappeur canadien, il est dans les terres assez reculées du Canada. Le village en question s'appelle le village Anjikouni parce qu'il serait situé à côté du lac Anjikouni. C'est un grand lac canadien autour duquel il y aurait des habitations et potentiellement ce village. Il arrive à ce village qu'il dit connaître. Il arrive, il n'y a personne. Sauf que les feux de camp sont allumés, il y a de la nourriture qui cuit, les animaux qui errent un peu à droite à gauche. Personne ne serait parti comme ça du jour au lendemain. T'es sûr que c'est pas un anniversaire surprise? Genre tout le monde s'est caché et... Je pense qu'il s'est peut-être dit ça à un moment donné. Il attend, personne n'arrive. Il décide de tout naturellement d'aller prévenir la gendarmerie. La gendarmerie débarque. Ils savent pas non plus ce qui s'est passé. Et ça, c'est l'histoire qui a été racontée depuis les années 30-40. Donc pourquoi à un moment donné on parle d'OVNI? À la base, on parle juste de cette disparition mystérieuse. Il n'y a pas d'explication. Ensuite, c'est récupéré dans des revues, et notamment aux États-Unis, qui vont parler de mystère du monde et d'ufologie. L'histoire, quand des fois, elle est... vous savez, dans la presse, des fois, ils récupèrent l'histoire telle qu'elle, des fois, ils rajoutent un petit détail. En fait, il n'y avait pas 20 personnes, ils étaient 30. Et de 30, c'est passé à 2000. Et ensuite, dans les magazines liés à l'ufologie, donc aux extraterrestres, ils se disent peut-être qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres parce que c'était aussi l'époque où des récits comme ça commençaient à sortir. Évidemment, il y a des gens qui ont enquêté, hein. Il y a des journalistes qui ont enquêté assez tôt, qui ont contacté la GRC, donc la Gendarmerie Royale Montée du Canada, qui a dit que dans leurs archives, ils n'avaient aucune trace de cette affaire. On peut se dire, bah ouais, mais peut-être que ça a été perdu avec le temps, il y a peut-être vraiment quelque chose. Il se trouve qu'à ce jour, il n'y avait pas de village, en tout cas tel que décrit, aux alentours du lac Anjikouni. Et au niveau de ces terres-là, donc il y a notamment pas mal de peuples inuits avec des croyances autour de créatures qui, dans le grand froid, vont parfois faire disparaître les gens, vont s'attaquer à eux, les faire disparaître, soit pour, on l'imagine, les dévorer, soit pour les transformer eux-mêmes en monstres. Et donc, ce mystère greffé à cette croyance, on va dire, un peu culturelle, et le fait que ce soit repris dans la presse à droite à gauche, on s'imagine que c'est vrai. Mais le village, il n'existe pas. Le village n'existe pas. Est-ce que tu penses que maintenant, du coup, à notre époque, c'est plus dur de créer une histoire comme ça de toute pièce, entre guillemets Peut-être. C'est difficile à dire. C'est exactement le même argument que pour les fantômes, c'est-à-dire les histoires de maisons hantées. Maintenant qu'on a tous des smartphones, qu'on peut filmer n'importe comment, on va dire, on se dit directement, bah ouais, mais on le saurait s'il y avait l'information, on a un accès direct à l'information. La maison des horreurs. Est-ce qu'il y a eu des morts? Oui. Est-ce que c'est des horreurs sur une famille? Oui. Qu'une famille? Non. Plusieurs familles. Donc à chaque fois, c'est une maison, on retourne dedans et... Ouais. Est-ce que la famille disparaît ou mort? Mort. Dedans? Oui. On retrouve les corps? Oui. Donc c'est quelqu'un de la famille qui tue les autres personnes de la famille? Oui. Pendant combien d'années consécutives? Parce que si c'est 200 ans, ça devient du paranormal, mais si c'est genre 30 ans, ça peut être quelqu'un. C'est un événement unique. On disait qu'il y avait plusieurs familles. Ah, attends. C'est une tuerie de plusieurs familles, mais le même jour. Je pense que... Comment t'as pu t'embrouiller comme ça? Je pense qu'il y a une famille qui est décimée, donc la maison ils la vident, parce que bon, il n'y a plus personne. Ils revendent la maison et ils se repassent la même chose. C'est ça ou pas? Il leur arrive quelque chose. Il y a une fois, il y a eu des morts. Et depuis ces morts-là, elle est hantée. Oui. Et donc la famille, elle revient, elle fait des trucs méchants. C'est super mignon comme tu l'as dit. J'ai pas dit que c'était la famille qui était revenue, mais il se passe des choses pas très sympas pour les autres familles. Pour l'autre famille. Est-ce que les nouvelles personnes qui arrivent dans leur nouvelle maison, est-ce que ces personnes se sentent possédées par les esprits qui sont maintenant démoniaques? Oui, il y a de ça. Il se passe quelque chose de très précis la nuit? Oui. Des apparitions? Oui. Et ces esprits font une action? Oui. Action, genre des trucs, on voit des choses bouger. Oui. Et à part faire peur à la famille, ça leur fait du mal? Oui. Est-ce que le mot poltergeist est approprié dans ce cas de figure? Oui, je pense qu'on peut. On peut. Est-ce que le mot alchimie? Là, j'en suis moins sûr. Pourquoi t'as mis un mot au hasard là? C'est quoi? Mais non, mais poltergeist, c'est des événements un peu paranormaux qui arrivent où tu vois des choses voler, où tu vois des esprits, etc. Je récapitule les informations. On a plusieurs familles. On en a une
Il y a eu une affaire de meurtre, voilà. Ensuite, on a une autre famille pour l'instant qui revient, qui s'installe. Il lui arrive également des choses qu'on peut qualifier de surnaturelles selon eux. Pour vous aiguiller un peu, c'est sur cette seconde famille, c'est avec cette seconde famille que l'histoire va à peu près s'achever dans les grandes lignes. Ils vont partir. Ils vont partir. Ils sont restés longtemps ou Ils sont un restés mois, quoi. un peu moins d'un mois, ils sont restés 28 jours. En plus, un mois, c'est bien, ouais, c'est un préavis, quoi. Si c'est un meublé, en plus, c'est pratique. Parce qu'à 32 jours, tu repayes un mois. Ils étaient propriétaires. Ah ouais, c'est compliqué. Je pense qu'avec les frais de notaire, là, ils ont dû perdre de l'argent là, dans l'histoire parce que t'as les frais d'immobilisation au début. Puis retrouver un acheteur. Sauf si tu le mets en location. Et là, tu peux te retrouver. Si tu as une rentabilité intéressante, tu te retrouves. Hein. Si en plus t'es pas loin du centre-ville. Est-ce que c'est proche de toute commodité Mais ça, c'est en Angleterre, ça. Non, Mais c'est aux États-Unis. ouais, Ils ont fait un film dessus. pas qu'un. C'est pas Amityville. C'est complètement Amityville. Je pense qu'avec des films à côté, en comparaison avec L'Exorciste, ça fait partie des films et des grands romans qui ont popularisé le thème de la maison hantée moderne, on va dire. C'est une famille, père de famille qui vient avec sa femme et genre peut-être 3 ou 4 gosses. C'est en pleine nuit à une heure précise, genre 3h45. Il prend un fusil, il va tuer tout le monde. Dans la version Amityville, donc quand la deuxième famille emménage, c'est le père qui commence à devenir un peu fou, on va dire. Enfin, il commence à perdre la raison et il sent qu'il y a quelque chose dans la maison qui veut le pousser à mal agir. Et étant donné qu'il y a le passif de la première histoire, il se dit est-ce que l'histoire va se répéter, il va tuer sa famille. Si vous voulez, je vous raconte le tout. Plaisir. Vous avez le Plaisir. Alors, bon, c'est une histoire qui, pour le coup, prendrait honnêtement des heures à raconter, tellement il se passe des choses. Pour vous la raconter dans les grandes lignes, on est en 1974. Le fils, en 1974, donc Ronald DeFeo Jr., un soir, il se réveille, il prend le fusil familial et il exécute tout le monde. On sait que la plupart, c'était dans leur sommeil. A priori, il y a des personnes qui se sont réveillées au moment de mourir. Mais bon, voilà, le drame est absolument horrible. Évidemment, ça fait scandale. Évidemment, il y a des enquêtes policières. Une fois qu'il a arrêté, sa défense va être de dire j'ai été possédé par un démon. On m'a dit de tuer toute ma famille. J'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que Lorraine Warren a dit elle-même qu'il était bien, elle sentait qu'il était possédé par un esprit. Là où c'est problématique, c'est donc qu'on est sur une affaire criminelle assez horrible. L'enquête policière montre, et les expertises psychiatriques montrent que c'était plutôt quelque chose d'à peu près réfléchi et prémédité. Parce que quand il y a eu l'enquête, ils sont allés jusqu'à retrouver des cartouches cachées dans les égouts de la rue, ce qui montre donc que c'était pas juste un éclair de folie, il a quand même un minimum réfléchi sur ce qu'il avait fait. Et évidemment, aux États-Unis, on est donc dans les années 70, c'est l'exorcisme, c'est tous ces thèmes-là, on parle beaucoup de paranormal, on parle beaucoup de maisons de fantômes. Ça fait peur et on commence à se dire, est-ce que vraiment maintenant les fantômes se mettent à posséder des gens ? Est-ce que du coup tout le monde est potentiellement vulnérable ? Est-ce que tout le monde peut être attaqué ? Donc il y a une vraie peur qui se crée, une vraie légende qui se crée avec cette maison. Et à peine l'année suivante, on a donc la famille Lutz, dont tu parlais, la famille Lutz s'installe dans la maison. Et très rapidement, il se passe des choses étranges, ça va être une mauvaise odeur qui vient d'une pièce en particulier de la maison. Au début, c'est des petits bruits un peu inidentifiables, et puis ensuite, ça devient de plus en plus surprenant. Il y a des objets déplacés, des témoignages dans tous les sens qui commencent vraiment à devenir effrayants. Le père, son comportement commence à vraiment changer. Et évidemment, ce qui se dit, c'est cet endroit est véritablement hanté, il se passe quelque chose. Il y a une photo très connue sur le cas Amityville où c'est un espèce de garçon debout au fond d'une porte avec ses yeux qui brillent. Donc on imagine que c'est un garçon et cette photo, plein de gens disent mais c'est la preuve que la maison Amityville était hantée. En fait c'était plutôt on suppose que c'était les reflets des lunettes d'un des enquêteurs, mais c'est une photo vraiment légendaire qui a contribué au fait de dire cette maison est hantée. Au bout de 28 jours, les Lutz, ils en peuvent plus, ils partent. Il se passe quelque chose de très intéressant, c'est que derrière, on le sait, donc Amityville c'est une série de livres, c'est une série de films également, c'est un business monstrueux. Et autour des théories, il y a plein de gens qui vont dire non mais les Lutz ils ont absolument tout inventé. Il y a une personne qui va aller dans cette théorie et confirmer qu'a priori ils ont plutôt fabriqué le récit, ou en tout cas ils ont exagéré ce qu'ils ont vécu. C'est tout simplement un certain monsieur William Weber. C'est un avocat, c'est pas n'importe quel avocat, c'était déjà l'avocat de Ronald DeFeo Jr., donc le type qui l'an dernier avait assassiné toute la famille DeFeo, sa propre famille. C'est la même personne qui donc discute avec les Lutz, ils commencent ensemble à imaginer de raconter ce qui se serait passé autour. Donc eux ont écrit un livre qui a ensuite donné derrière les films qu'on connaît, etc. Et derrière, il y a eu plein d'histoires de procès, d'argent, etc. sur la maison, qui a contribué à faire de cette maison une véritable légende. Je voulais finir là-dessus parce que c'est un cas hyper compliqué où vraiment les légendes urbaines
se mêle complètement à ce qui se serait passé et on a vraiment beaucoup de mal à distinguer le vrai du faux. Et pour établir une chronologie, c'est possible, mais ça prend des heures. Bah, ça arrange plein de gens que ça soit hyper paranormal. Déjà, je pense que ça arrange l'avocat. Que ce soit paranormal vu qu'il défend son client qui a tué toute sa famille. Pour les Warren, c'est du pain béni. Faut se dire que non, mais c'est très intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on a en France, mais aux États-Unis, c'est un vrai business. Hein, les histoires, pas juste les films sur le paranormal, mais les histoires vraies supposées autour de maisons hantées, ça représente un vrai business et il y a beaucoup de procès. Moi, ça m'intéresse de savoir les abonnés ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils ont des théories. Je pense qu'il y en a qui ont beaucoup creusé aussi le sujet parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça intéresse beaucoup. Je remettrai les liens de toutes les vidéos qui traitent de tous ces sujets. Mais bravo, en tout cas, vous en êtes bien sortis. Hein. Merci là pour ces histoires. Moi j'adore, moi je consomme beaucoup de ce genre de contenu, donc j'adore en plus écouter par un vrai narrateur. Tu as vraiment bien expliqué en détail, tu connaissais les histoires vraiment par cœur, donc c'était vraiment top. Merci Gon et Pierre Mais d'être de venus rien. assister. Merci Frédéric, merci de l'invitation. Merci Saylar. Merci à toi et à vous Ça, pour de manière, ce moment, hein, c'était très sympa. Merci à toutes et à tous. Et merci. Puis j'espère qu'on va bien dormir ce soir. Ouais, bonne nuit. Hein. Oh les terreurs nocturnes là. Allez, fin de vidéo. Merci à toutes et à tous. Abonnez-vous. Ciao, ciao.